Aujourd'hui, gros dossier, donc ça sera peut-être un peu plus dense que d'habitude. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi l'OTAN? Les guerres secrètes de l'OTAN. Je m'inspire en partie d'un excellent livre que je vais vous mettre ici, qui s'appelle Les armées secrètes de l'OTAN. Le projet Stay Behind, les soldats de Gladio ou les gladiateurs. C'est une période qui va aller de 1945, enfin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à nos jours. La partie historique sera un peu plus longue, un peu plus fournie que d'habitude. Je vais essayer de rester dans les 40 minutes max. Voilà, mais c'est un dossier extrêmement intéressant qu'il faut à tout prix regarder, écouter, diffuser, transmettre, car c'est extrêmement c'est d'actualité. Hélas. Alors je débute l'introduction. Nous vivons, vous l'avez sans doute remarqué, en ce moment même, une guerre mondiale civilisationnelle. Nous ne sommes plus dans ce que certains appellent une guerre hybride également, mais c'est surtout une guerre civilisationnelle, qui va bien au-delà juste une guerre entre les méchants Russes et les gentils occidentaux. Désolé. C'est une guerre qui dépasse la notion de nation, de peuple, de race. C'est une guerre réellement civilisationnelle entre le monde de la tradition, qui sont la Russie en tête et les BRICS, et la plupart des pays du monde, face à l'impérialisme américain progressiste, wokiste, déconstructionniste de la société occidentale en perdition. Enfin, c'est un fin d'empire. Je vous cite une citation de Mitterrand. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre contre les États-Unis. Une guerre permanente, économique, une guerre sans mots, où ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparent. Bon, là ça a un peu changé, et pourtant une guerre à mort. Ça c'est Mitterrand. Je pense qu'il a dû faire ces citations à son deuxième mandat, à la fin de son deuxième mandat, ou du premier, je ne suis plus sûr. Mais voilà. Vous comprenez que ça n'a pas changé, ça s'est même empiré avec le phénomène des Young Leaders. Alors les Young Leaders, c'est un site internet, tout à fait officiel. C'est de la propagande américaine. Pardon, désolé. C'est de la propagande américaine. Vous savez, c'est Klaus Schwab et compagnie. Et la plupart des leaders font partie de ce club d'élite, comme notre cher président, mais également la fameuse présidente de Finlande, etc., etc. Alors, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Le programme Young Leaders du Forum économique, et là je cite un message de Telegram de Laurent Ouzon, que je vous invite à suivre. Laurent Ouzon, il est très intéressant. Le programme Young Leaders du Forum économique mondial, l'idée supposée de Klaus Schwab est en fait une réplique, ça c'est en fait, il cite Kissinger, une réplique presque exacte du séminaire international d'Henry Kissinger. Donc il cite Kissinger, qui était à l'origine organisé à Harvard et financé par la CIA, mais c'est toujours financé par la CIA. Dans cet article, Johnny Vermore enquête sur les personnes derrière le séminaire international de Kissinger, les conduites de la CIA qui ont financé le programme rôle-clé de Kissinger dans la création du programme Young Global Leaders du WF lui-même. Voilà. Donc, si vous voulez, ce programme coopte toutes les élites, les jeunes élites en devenir, et les oriente, leur font une propagande, c'est comme une secte, et les oriente vers ces idées progressistes occidentales. Bon, je termine l'introduction en vous citant, bien évidemment, c'est une dictature molle. Les régimes occidentaux sont des dictatures molles, mais c'est pire qu'une dictature dure. Là, allez voir ma vidéo sur les dictatures molles et dures, parce que c'est du mensonge. C'est ce que dit effectivement Poutine. L'Occident est devenu l'empire du mensonge. Donc, je vais vous citer deux textes rapidement qui vont vous expliquer ce que c'est que la dictature molle et la dictature en général.
La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. Ça, c'est Dostoïevski, 1864. Et nous y sommes. Hein? L'idiocratie, nous y sommes. Nous sommes dirigés par des crétins. Et il ne faut pas offenser, parce qu'on n'a pas le droit d'offenser, puisque c'est du racisme blanc. On ne peut plus rien faire. Pour s'implanter, le totalitarisme a besoin d'individus isolés et déculturés, déracinés des rapports sociaux organiques, atomisés socialement et poussés à un égoïsme extrême. Et ça, c'est Hannah Arendt. Alors Hannah Arendt, c'est une personne extrêmement intéressante à étudier, désolé, mon chien est à côté des pieds de la caméra. C'est une personne extrêmement intéressante qu'il faut lire et qui a été même interdite en Israël. Elle est israélite, elle est de confession juive, hein. Mais elle a été interdite en Israël parce qu'elle a osé remettre en question lors du fameux procès, un des fameux procès d'un ancien nazi. J'ai oublié le nom, hein, mais vous pourrez trouver facilement. Alors, vous voyez, ces citations, elles sont intéressantes. Bon, je rentre dans la partie historique. Alors, la partie historique va être un peu costaud. Parce que d'abord, je vais vous faire un petit topo historique date par date. En 1940, les Anglais créent le réseau Stay Behind. Le réseau Stay Behind, c'est un réseau en cas d'invasion. C'est des caches d'armes souterraines, c'est des hôpitaux souterrains, c'est toute une organisation de résistance qui est en soi une bonne chose, hein, il faut tout prévoir, qui inclut des militaires et des civils. C'est là où c'est intéressant. Et c'est dirigé par les services secrets britanniques. Et ce réseau était créé en cas d'invasion de l'Angleterre par l'Allemagne pour continuer la résistance, hein. Donc ça, c'est l'origine du réseau Stay Behind qui a été fondé par les SOE, c'est les services secrets militaires anglais. Alors en 1945, à la fin de la guerre, je vous cite cette anecdote parce que le réseau Stay Behind se propage un petit peu à toute l'Europe et au début, c'est quelque chose un peu mis en place par les Anglais. Alors en 1945, Jean Sassy, colonel Jean Sassy, peut-être que vous le connaissez, je vous mettrai son livre ici, ancien commando de Gettysburg. Donc les commandos de Gettysburg, c'était des commandos anglais où il y avait 3 personnes, une personne du pays dans lequel ils allaient être parachutés, donc en l'occurrence en France, Sassy, un Américain et un Anglais. Ouais, et donc eux devaient réactiver la résistance, etc. C'est toujours le réseau Stay Behind, hein, c'est la même chose. Alors les Anglais ont autorisé les Français, les Néerlandais, les Hollandais, etc., à revenir dans leurs anciennes colonies. Ce que ne voulaient pas du tout les Américains. Les Américains voulaient arrêter et ils avaient déjà commencé leur programme de domination du monde. Alors, Sassy est parachuté au Laos pour réorganiser les réseaux, réorganiser la France en Indochine. C'était la force 136 du SOE, donc les services secrets britanniques. Et là, il est parachuté aussi avec, Bob Maloubier, sera aussi parachuté au Laos. C'est aussi la force 136. Bon, bref, tout ça pour vous dire que les Français au Laos, ça c'est la première accroche, vont faire le coup de feu contre l'OSS, c'est-à-dire la CIA, l'ancien nom de la CIA, parce que les Américains étaient également présents en Indochine pour financer les communistes. Et oui, pour financer les communistes, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, contre les Japonais. Et les Américains n'ont aucune morale. Même les Anglais ne font pas ça. Ils n'ont aucune morale, donc ils finançaient Ho Chi Minh contre les Français, puisque Ho Chi Minh combattait également les Japonais, alors que les Français, c'était avec Vichy, alliés aux Japonais de fait. Voilà, ça c'est une petite anecdote. Et si vous voulez, Banks, un officier américain, un ancien de Gettysburg, était l'ancien ami du colonel Sassy. Vous voyez à quel point les choses sont tordues. Bon voilà, je passe. 1946, les Français forment le 11e choc sous l'inspiration des SAS britanniques, du SOE. Le 11e choc, c'est la force d'action du service secret française, du SDEC, du contre-espionnage. Et là, il y a un personnage intéressant, c'est Jacques Foccart. Jacques Foccart, c'est lui qui va être un peu à l'origine, avec Jean-Paul Ossares, du 11e choc. Les deux ont été entraînés en Angleterre. Alors Foccart a été résistant, puis il a été entraîné en Angleterre dans une mission. Alors, vous comprenez bien, c'est ça, je vous explique tout ça pour que vous compreniez la mentalité anglaise. Hein. Dans des missions de contre-espionnage anglais, former des commandos pour être parachutés en Allemagne et faire de la contre-information, de la désorganisation et de l'assassinat. C'était des commandos quasi suicides, d'accord, parce qu'ils ne revenaient pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ont été largués, et puis après ça a été arrêté en 1945 puisque les Russes avaient déjà pris Berlin, d'accord. Et Foccart,
s'est entraîné pour être parachuté en Allemagne, dans ce commando suicide. C'est pour vous donner un peu la trempe du personnage. Bien évidemment, lors de la résistance, il a fait le coup de main, le coup, etc. etc. hein. Et donc c'est lui, entre autres, avec Ozares et d'autres personnes, avec Maloubier, etc., qui formeront le 11e choc. Alors 1947, le président Truman crée la CIA, il réorganise les services secrets et reprend le réseau Stay Behind. Et là, du coup, c'est plus contre les nazis, mais c'est contre les bolcheviks. Voilà. Et donc les Américains réorganisent toute l'Europe avec ces réseaux Stay Behind. C'est également la création du RPF en France, le Rassemblement du peuple de France, hein, de Gaulle. Voilà, donc les Américains commencent, et là, même de Gaulle travaille avec les Américains pour essayer de contrôler, parce qu'il faut bien comprendre que, notamment en France, les communistes étaient extrêmement puissants en cette époque-là. Hein. 48, le comité clandestin de l'Union occidentale, c'est un truc un peu à droite de la droite, a pour mission de coordonner la guerre anticommuniste, hein, secrète. C'est lié à l'OTAN. L'OTAN est liée et créée en 1948. Et l'OTAN a pour mission la guerre secrète, avant tout. Hein, elle a pour mission, bien évidemment, d'organiser la défense officielle, mais officieusement, c'est la guerre secrète contre les communistes. Et là, elle n'a aucun remords à s'allier avec les anciens nazis ou les anciens fascistes italiens ou allemands. Hein. Donc, 49, pardon, l'OTAN est créée en France. Donc 48, c'était les prémices. 49, l'OTAN est créée en France. Je vous rappelle, en France. Hein. 51, il y a le réseau Stand Behind qui s'étend aux pays scandinaves, etc., en Norvège, et ainsi de suite. 52, l'Allemagne, le réseau Stay Behind fait scandale parce que des anciens officiers SS y travaillent. Donc ça, c'est des journalistes qui révèlent les affaires. 53, en Suède, la police arrête le fasciste Otto Alberg et découvre l'existence d'armes, c'est-à-dire de dépôts d'armes. C'est-à-dire en fait que le réseau Stay Behind crée donc un réseau de résistance, mais mettait également des dépôts d'armes un peu partout dans l'Europe, en cas d'attaque et en cas notamment de résistance contre les soviétiques. Hein. 58, en France, l'OTAN fonde l'ACC, chargé de coordonner la guerre secrète avec les armées Stay Behind, parce qu'il y a des réseaux Stay Behind dans la plupart des pays européens. 1960, les Turcs et les militaires turcs forment un coup d'État avec l'appui de la CIA et du réseau Stay Behind. 61, l'Algérie, les membres du réseau Stay Behind français et des officiers ayant combattu en Indochine forment l'organisation secrète de l'OAS. Et l'OAS a été financé par la CIA. Le coup d'État fomenté par l'OAS en Algérie a été fomenté par la CIA, payé par la CIA, peut-être pas payé complètement, mais enfin, il y a eu l'autorisation de la CIA, puisqu'il trouvait que De Gaulle commençait à prendre un peu trop de distance. Alors là, on commence dans les années 64, en Italie, et là, il y a le réseau Gladio, c'est un réseau Stand Behind, et en Italie, ça a pas mal chauffé dans ces années 60-70. Vous savez, il y avait beaucoup d'attentats, mais en réalité, beaucoup d'attentats ont été fait par l'extrême droite italienne, enfin sous couvert du réseau Stay Behind et protégé par la CIA, et ils ont mis ça sur le dos des communistes italiens. 66, au Portugal, la CIA fonde la Gender Press, qui est un papier d'extrême droite, avec le capitaine Yves Guérin-Serrac, un ancien de l'OAS, donc réfugié en Espagne ou au Portugal, qui sont deux dictatures fascistes. Hein. Et ces gens-là sont utilisés pour former, entraîner les membres des réseaux Stay Behind. Hein. Donc c'est assassinat, résistance, coups, braquage de banque aussi. Hein. L'OAS a fait des braquages de banque pour alimenter la machine de guerre. Donc c'est en 66 que De Gaulle chasse l'OTAN de France et sort de l'OTAN. Donc l'OTAN va s'établir du coup en Belgique. Et là, la tension commence avec les États-Unis. Pourquoi De Gaulle fait ça? Parce que tout simplement, il a compris que la France doit être non alignée. La France est ni communiste, ni américaine. Elle est la France. Et ça, c'est important à comprendre. Parce que le réseau Stay Behind, il fait tous les coups tordus, d'accord? Avec les Anglais, hein, bien évidemment, aussi, hein, le MI6. Hein. 67, donc, coup d'État en Grèce. Le réseau Stay Behind local fait un coup d'État et prend... fait un coup d'État et prend le pouvoir et met en place une dictature d'extrême droite. Bien sûr, tout cela est contre les communistes. Hein. Il faut bien comprendre le contexte de l'époque. Hein. 68, un agent du MI6 britannique impliqué dans l'opération Gladio révèle l'existence et donne les informations au KGB. Donc c'est un traître. 68, la CIA organise
finance les réseaux d'extrême gauche français et De Gaulle part. C'est un coup d'État de la CIA contre De Gaulle. Hein. Ils veulent reprendre un peu en main la France. 69, un énorme attentat, l'attentat de Piazza Fontana à Milan qui fait 16 morts, 80 blessés, imputé aux communistes. 30 ans plus tard, on sait que c'est le réseau Stay Behind, la CIA, l'extrême droite italienne. 70, en Espagne, des terroristes d'extrême droite, membres du Gladio, dont Stefano del Chiaie, sont engagés par la police secrète de Franco. Ils ont fui l'Italie à la suite du putsch avorté, parce qu'il y a eu un putsch avorté en 68, hein, qui n'a pas fonctionné, et donc ils forment la police franquiste, etc., et le réseau Stay Behind. 71, la Turquie fait un coup d'État et prend le pouvoir. L'armée Stay Behind contre Guerra instaure la terreur dans le pays en tuant des centaines de civils. D'accord ? Ah oui, entre-temps, il y a eu aussi les massacres des Arméniens. Hein. La CIA et le réseau Stay Behind n'a pas dit grand-chose à ce regard. 74, énorme attentat en Italie. Attentat à la bombe. Lors d'une manifestation d'extrême gauche, Antifa, on va dire, 8 morts, 102 blessés. D'accord ? Il y a eu un autre attentat dans un train, 12 morts, 48 blessés. Tout ça, c'est l'extrême droite qui le fait, hein. C'est le réseau Stay Behind, et qui fait porter le chapeau à l'extrême gauche. Attentat, en 76 attentats en Allemagne, un espion du réseau Stay Behind, en réalité, enfin, une dame travaillant pour les services secrets allemands, la CIA, donc le réseau Stay Behind, a été victime des agents Roméo russes du KGB. Les Roméo, c'était des hommes formés à séduire des secrétaires moyen niveau, mais à des postes importants, et ils se mariaient avec, et ensuite ils rapatriaient toutes les informations en Allemagne, de l'Est et en Russie. Donc là, elle donne toute la liste des agents. 77 en Turquie, lors d'une manifestation rassemblement 500 000 personnes, l'armée et le réseau Stay Behind contre Guerra ouvrent le feu, 38 morts. En Espagne, l'armée secrète, épaulée par les terroristes fascistes italiens, commettent l'attentat d'Atrocha à Madrid, 5 morts. 1980, donc vous voyez, on commence à rentrer dans l'époque que vous connaissez. En Italie, et une bombe explose dans le hall d'attentat de la gare de Bologne, 85 morts, 200 blessés. Le réseau Stay Behind, avec les fascistes italiens. En Turquie, le commandement de l'armée Stay Behind contre guérilla, le général s'empare du pouvoir, coup d'État. Oui, alors la Turquie c'est compliqué, hein, d'accord, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, la Turquie moderne a été créée par la CIA, les réseaux Stay Behind, etc. 85, en Belgique, un des derniers coups, 28 morts, un attentat. Voilà. Et là, on arrive dans l'époque moderne, et la suite, vous la connaissez. Guerre d'Irak, Yougoslavie et l'Ukraine. Aujourd'hui, toujours le réseau Stay Behind, toujours la CIA, toujours les services secrets anglais, le MI6, jusqu'à il y a avant-hier, il me semble, où un commando a essayé de prendre d'assaut la centrale nucléaire qui était visitée par les membres de l'inspection nucléaire de l'ONU. Et ça, c'est les Anglais qui sont sans doute derrière. Là, je me réfère à la vidéo de Xavier Moreau, que je mettrai en lien. Mais ça ressemble beaucoup à un coup tordu anglais du réseau Stay Behind. Alors bon, voilà, un peu toute l'historique. Après, je ne vais pas vous rentrer pays par pays, mais enfin voilà. Donc, à la base, ce qu'il faut comprendre, c'était un réseau de résistance qui a été créé par Churchill et qui après a dérivé dans une guérilla anticommuniste qui était justifiée à un certain moment. Hein. Parce que même la France a fait de la guerre anticommuniste, hein. Même De Gaulle, avec le SAC. Hein. À un moment donné, l'OS et le SAC combattaient les communistes. Hein. Donc, vous voyez, c'est complexe. C'est complexe, mais le problème, c'est que ces réseaux-là auraient dû disparaître avec le temps à la fin de l'Union soviétique. Il n'y a plus de communistes. Il n'y a plus de communistes aujourd'hui. Donc là, nous sommes passés dans une guerre idéologique, dans une guerre civilisationnelle. Les réseaux Stay Behind, l'extrême droite, les Ukrainiens, donc l'extrême droite ukrainienne néo-nazie, hein, on peut clairement l'affirmer, combat les Russes, leurs frères. Non pas parce que c'est des communistes, mais parce qu'ils sont victimes d'un bourrage de crâne, d'un lavage de cerveau. Ils devraient au contraire s'allier aux Russes contre les Américains. Jusqu'à preuve du contraire, les nazis ont combattu les Américains. Même si Patton, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a avoué s'être trompé d'ennemi, il aurait fallu, d'après lui, plutôt combattre les communistes. Mais c'est une autre histoire.
Bon, l'Italie, l'histoire de l'Italie est très complexe parce qu'il y a eu énormément de coups tordus. Et ça a été l'Italie dans les années 60-70 jusqu'aux années 80 il y a eu une quasi guerre civile. C'était extrêmement violent avec le réseau Gladio. Ça a été très dur, beaucoup d'attentats, beaucoup de morts. Je vais juste faire un petit point avec la loge P2. Vous avez peut-être entendu parler de la loge P2. Le général Haig, conseiller militaire de Nixon, qui commanda les troupes au Vietnam avant d'occuper les fonctions au sein de l'OTAN de commandant en chef de 74-79. Il a été également le conseiller de Kissinger pour la sécurité, a autorisé les réseaux Gladio italiens, donc avec Gheli, à l'automne 69, a recruté au sein de la loge P2. Donc la loge P2, c'est une loge maçonnique, mais d'extrême droite. 400 officiers supérieurs de l'armée italienne et de l'OTAN. La loge P2, c'est une loge maçonnique anticommuniste qui s'appelle Propaganda Due, 2 en italien, et donc P2 c'est le diminutif. Donc c'est une loge maçonnique anticommuniste qui touche même Berlusconi aujourd'hui. Bon voilà, bon je passe à la France, je vais essayer d'aller vite parce que il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'il faut comprendre, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où on ne sait plus quoi faire pour nous sortir de l'impasse Macron, du réseau Stay Behind V2, nouvelle mouture dans laquelle on est. La guerre en Ukraine est une tragédie, mais qui ne nous regarde pas, c'est une guerre civile et qui est devenue un enjeu mondial à cause du réseau Stay Behind, à cause des services secrets américains et anglais, qui nous poussent à une guerre civilisationnelle parce qu'ils ne veulent pas perdre leur assise. D'accord ? Mais j'y reviendrai plus tard dans la politique. Alors, la France, après la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle a un petit moment de pouvoir. Le RPF est créé, c'est-à-dire qu'en fait, les résistants, dont Foccart, actionnent ce qu'ils ont appris en Angleterre et créent le 11e choc, combattent avec les Américains le communisme jusqu'aux années 50-58, où alors De Gaulle a été chassé après la guerre très rapidement, et il y avait quand même des communistes au gouvernement français, il faut bien le comprendre, et les communistes à cette époque-là étaient la première force politique. La première force politique. Donc les Américains ont eu très peur que l'Italie et la France basculent comme la Grèce. La Grèce était, comme la Yougoslavie a basculé, la Grèce aurait pu basculer dans le communisme, mais Staline a donné la Grèce aux Occidentaux. C'est bon, autre histoire. Toujours est-il que la France également, les Américains ont eu très peur. Donc ils ont poussé le réseau Stay Behind contre les communistes. Et après, De Gaulle s'est débarrassé des Américains, puisqu'il a compris que les Américains, ne protègent que leurs propres intérêts fondamentalement. Les Anglais, c'est un peu plus compliqué, mais c'est à peu près la même chose si on veut résumer. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a eu en France, alors c'est quelque chose d'intéressant et qui va peut-être nous donner de l'espoir pour aujourd'hui. De Gaulle est chassé du gouvernement, les socialistes forment un gouvernement sans lui, et c'est la 4ème République qui va extrêmement mal. Il y a les événements en Algérie, la guerre d'Indochine, enfin en gros la France est dans une mouise pas possible, et les militaires préparent un coup d'État pour renverser le gouvernement et mettre en place un nouveau gouvernement avec De Gaulle. De Gaulle n'est pas directement impliqué parce qu'il ne s'impliquera jamais directement, mais il laisse faire, c'est Foccart qui s'en occupe. Et De Gaulle a déjà son idée politique pour l'Algérie. Il veut que l'Algérie se détache de la France parce qu'il comprend que si l'Algérie reste française, il y aura un grand remplacement. Et là, le grand remplacement aura été vraiment effectif parce que la population algérienne aurait submergé la population française et la France aurait changé à jamais. Et c'est là où l'extrême droite n'a pas compris avec l'Algérie française, c'est qu'ils n'avaient qu'une vision à court terme. De Gaulle avait une vision à long terme. Toujours est-il que dans les années 50, fin 50, avant le retour de Gaulle en 58, la France est dans une mouise totale. Gros problème en Algérie. Les Français chassés du Vietnam et d'Indochine après la défaite de Bien Phu en 54. Les militaires préparent un coup d'État avec Foccart, c'est-à-dire en fait le SAC et ce que deviendra l'OAS travaillent ensemble pour faire un coup d'État. Le 11e choc est activé, les paras sont prêts à être largués sur Paris pour prendre le pouvoir par la force. Donc c'est pas un coup d'État d'opérette dont on parle là, c'est un coup d'État de l'armée, des services secrets, du SDEC, du 11e choc, tout est prêt, d'accord.
À cette époque-là, la grosse partie de l'armée est en Algérie, hein, ce qu'il faut bien comprendre. Donc qu'est-ce qui se passe? Et la CIA donne le feu vert, hein, en quelque sorte. Donc ce coup d'État se prépare. De Gaulle en est tout à fait conscient, mais cherche une voie pacifique, et in extremis, mais on parle de quelques heures, in extremis, le gouvernement de la 4ème République démissionne parce qu'il sent bien les choses arriver et donne le pouvoir à De Gaulle, qui met les députés en vacances et qui demande une dictature de 6 mois, à la romaine, hein, 6 mois. Il veut 6 mois de plein pouvoir pour réorganiser la politique française et mettre en place la 4ème République. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Il faut que les militaires s'organisent. Il faut qu'on organise les militaires, qu'on les pousse à s'organiser. C'est la seule solution. Mettre la pression d'un coup d'État, là du coup militaire et illégal, pour que le gouvernement démissionne. Alors, on n'est plus en 58. Donc, c'est du rêve plus qu'autre chose, parce que je crois que ça ne sera pas possible. Parce qu'aujourd'hui, le réseau Staybian et la STEA sont contre nous. Hein, parce que c'est eux qui ont mis Macron au pouvoir. Donc, bon, mais on peut toujours espérer, on peut toujours imaginer qu'il y ait une pression, que le gouvernement actuel démissionne et qu'on donne le plein pouvoir, je sais pas moi, au hasard au général de Villiers, et qu'il prenne le plein pouvoir et qu'on organise la 6ème République. D'accord? Et une 6ème République, on en parlera à la fin, et là, qui est avec le RIC, etc., etc., etc. Et qu'on fasse vraiment un front commun de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein, tous unis contre l'hémogénie américaine, contre les réseaux Stay Behind qui aujourd'hui travaillent pour les États-Unis et pas dans notre intérêt. Donc revenons en 58, le 11e choc est prêt à prendre le pouvoir, les paras sont prêts à être parachutés sur Paris et à la dernière minute, le gouvernement démissionne et donne les pleins pouvoirs à De Gaulle. Mais ça s'est joué à extrêmement peu, d'accord? Et la 4ème République, là je cite le livre, hein, la 4ème République préférera se suicider plutôt que de se faire assassiner. Voilà. Donc, les militaires sont un peu chagrinés parce que De Gaulle va rapidement annoncer sa politique pour l'Algérie. Et là, du coup, ça va splitter les militaires, les services actions, tout. Il y aura 2 camps qui vont se créer, le camp pro-Algérie française et le camp pour donner l'indépendance à l'Algérie. La suite, vous la connaissez. Je vais juste aller jusqu'aux années 68, au départ de Gaulle. Donc il y a une guerre contre les Américains et contre le réseau Stay Behind. Il y a un nettoyage qui est fait. Ça, c'est Focard avec le SAC. Le SAC, hein, le service d'action civique, en gros, le SAC, c'est les gros bras droits de Gaulle, hein, les gorilles. C'est eux qui font la sale besogne. Dans le SAC, il y a des anciens résistants, il y a des mecs du SDEC, il y a des paras. Il y a des truands, mais les truands de la belle époque, hein, les truands d'honneur, etc., etc. Et tout ce beau monde travaille pour la France. D'accord? C'est anticommuniste tout de même, hein, parce qu'il faut être quand même à cette époque-là, on est dans un communisme un peu violent. Donc c'est anticommuniste, mais c'est également aussi anti-OAS. Et là, il y aura une véritable guerre entre l'OAS. Et là, du coup, l'OAS bascule, donc l'extrême droite bascule dans le réseau Stay Behind, c'est-à-dire avec les Américains, la CIA, contre les intérêts de la France. Et ça, c'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Les Ukrainiens d'extrême droite, les fascistes ukrainiens, donc les ultranationalistes ukrainiens, il y a un camp qui est pro-russe et un camp qui est pro-CIA. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils combattent les intérêts américains. Et ils ne combattent pas pour les intérêts ukrainiens et encore moins européens. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien capter. Et c'est triste parce que, si vous voulez, c'est une guerre fratricide, mais les Américains, ils s'en foutent. Les Américains, tant que l'Europe est faible, bon, j'y reviendrai après, parce que là, je termine, donc si vous voulez, on va rentrer dans la partie philosophique. Je termine la partie historique. Bon, je vous mettrai éventuellement le texte que j'ai en PDF, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, c'est un petit résumé. Mais voilà, donc en fait le SAC, tout ce beau monde sera dissous par Mitterrand, qui ne se débarrassera pas du SDEC, qui le transformera dans une nouvelle mouture. Il voulait vraiment éradiquer le SDEC, les services action français, etc. Bon, ça va juste se transformer
Et les opérations c'est-à-dire homicides vont continuer, etc. Mitterrand va bien l'utiliser. Et celui qui l'utilisera le mieux après Mitterrand, c'est pas Chirac, c'est pas Sarkozy. Sarkozy, lui, il a travaillé pour les Américains. Hein. Lui, il fait partie du réseau Stay Behind. Hein. Non, c'est Hollande. Étrangement, Hollande, lui, il a bien réactivé le réseau action de la DST avec les opérations Homo. Bon, voilà, donc nous passons maintenant dans la partie philosophique. Alors, c'est quoi le problème des Anglais et des Américains? Pourquoi est-ce qu'ils foutent le bordel dans le monde entier? C'est quoi leur problème? Ils ne peuvent pas rester chez eux, tranquilles, et laisser les gens faire leur vie. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé tous ces réseaux? Et combien même l'Europe serait devenue communiste? Eh bien, et alors? Et alors? L'Europe, si elle voulait devenir communiste, elle deviendrait communiste. C'est chacun son problème. Pourquoi est-ce qu'ils ont une telle hantise contre à l'époque le communisme et aujourd'hui contre les Russes, c'est-à-dire les BRICS d'une manière générale? C'est quoi leur problème? Eh bien, pour les Anglais, c'est un peu plus simple parce que les Anglais, ils défendent leurs intérêts, ils sont insulaires sur leur île, ils ne veulent pas être envahis, bon, très bien, etc. Ils défendent leurs intérêts économiques, parfaitement compréhensible. C'est détordu, oui, mais on va dire que c'est quand même de bonne guerre, entre guillemets. Les Américains, ce sont des paranoïaques, aigus, d'accord? Ils souffrent de paranoïa. Il faut bien comprendre, et je le redis, mais regardez mes vidéos, les États-Unis, c'est une secte qui a créé les États-Unis. C'est une secte religieuse extrémiste qui trouvait que l'Angleterre était un régime trop totalitaire et dans lequel ils ne pouvaient pas exprimer leur religion. Je rappelle que l'Angleterre était déjà à cette époque-là protestante et relativement libre. Hein, c'était pas la France catholique. Donc, ouais, pour donner l'état d'esprit. Donc ça, c'est Cromwell et compagnie. Et ces mecs-là vont en Angleterre, forment les États-Unis. C'est des hyper-racialistes, hein. C'est des racistes, disons des racialistes. Raciste, c'est trop fort. C'est ce qui donnera les WASP, hein, les White Anglo-Saxon Protestants. C'est le nouveau peuple élu. Hein. C'est aussi eux qui formeront l'Afrique du Sud, quelque part. Et c'est des gens qui se pensent être le nouveau peuple élu. Paranoïa, c'est-à-dire en fait, tout le monde est leur ennemi. Et donc, il faut attaquer pour prévenir. Et donc, ils ont décidé qu'il fallait attaquer tous leurs ennemis, supposés ou réels, à travers le monde, pour défendre leur survie. C'est même plus leurs intérêts économiques. C'est leur mode de vie, c'est leur survie. Et leur mode de vie a dégénéré, d'accord, à cause en partie de la déconstruction française de Derrida et compagnie, qui est arrivée aux États-Unis. Et aux États-Unis, ça a tellement bien pris qu'en France, elle a disparu parce que nous, on est suffisamment intelligents pour savoir un peu aller à gauche et aller à droite. Hein, on s'adapte, on évolue, nous. Mais les Américains, ils sont restés scotchés. La société américaine est restée scotchée. Alors, je ne parle pas de l'élite. Hein. L'élite des WASP, eux, ils sont traditionnels, ne vous inquiétez pas. Hein. Ils n'envoient pas leurs enfants à l'école publique, hein, comme certains ministres en France. Hein. Mais le reste de la population, elle a complètement pété les plombs. Les universités ont pris un pouvoir intellectuel, de religieux et dogmatique, hein, c'est le wokisme, etc. Et donc ça, c'est revenu chez nous. Et maintenant, si vous voulez, c'est devenu une force politique et ça permet de détruire l'Europe. Éventuellement la Russie, alors là ça serait leur rêve absolu, et la Chine, ça serait génial, mais ça ne va pas arriver. Hein. Et donc c'est une guerre civilisationnelle, c'est une guerre d'un point de vue philosophique extrêmement profonde, extrêmement forte, parce que d'un côté vous avez les pays de la tradition, dans lesquels il n'y aura pas de gay pride avec des espèces de travestis horribles qui font du quirk devant des enfants de 5-6 ans. Ça n'existe pas en Russie, ça n'existe pas au Cambodge, ça n'existe pas en Inde, ça n'existe pas en Chine, ça n'existe pas dans le monde entier. Mais même au Brésil. Pourtant, il y a le festival de Rio, etc. Mais il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de jeunes enfants. Ils savent faire la part des choses. Vous savez, la tradition, c'est juste de la logique, c'est du bon sens, du bon sens. Les Américains, ils ont perdu leur bon sens. Donc ça, côté philosophique, c'est un peu le problème de la civilisation américaine qui est une civilisation qui a peur. Les Américains sont des gens qui ont peur. Ils ont peur qu'on leur vole leur paradis, soi-disant paradis terrestre, créé de manière pseudo-religieuse. Voilà. Donc le peuple américain est très complexe. En fait, il faudrait qu'il se soigne. Hein, et il faudrait qu'il se soigne. Je pense qu'il peut se soigner. Hein. Les Américains peuvent très bien vivre en paix chez eux. Ils n'ont pas besoin d'aller imposer au reste du monde
leur point de vue. Si vous prenez la sagesse asiatique, le confucianisme qui est peut-être un peu plus impérialiste, mais le taoïsme par exemple chinois ne prêche et à l'opposé de ça, l'orthodoxe russe, pareil, c'est une région assez mystique. Ils ne veulent pas aller imposer aux autres leur religion, leur point de vue. La Russie est un empire multiconfessionnel. Vous avez des musulmans, vous avez des bouddhistes, vous avez des taoïstes, vous avez des orthodoxes, des catholiques, et ça marche, ça fonctionne. Bon, c'est un empire, une dictature, oui, bien sûr, comme au Cambodge, pas de problème, mais qui protège la tradition. Donc après, il faut faire des choix. Vous préférez vivre dans une soi-disant démocratie aux États-Unis ou en Europe, où le wokisme vous est imposé, où on va prendre votre argent, où la liberté d'entreprendre est de plus en plus compliquée, où les impôts vous volent, parce qu'à ce niveau-là, c'est du vol, pour maintenir une société qui accueille des migrants de plus en plus, c'est une volonté de destruction du petit peuple. Voilà, diviser pour régner. Donc voilà, il y a des choix à faire, tout simplement. Et les choix politiques à faire, eh bien voilà, c'est la transition pour la politique. Alors, qu'est-ce qui est possible de faire? Et avant tout, est-ce que nous voulons du système politique américain? Est-ce que nous voulons de cette société-là déconstruite, totalement en perdition? Je parle du gouvernement actuel. Bien évidemment, d'autres gouvernements peuvent prendre le pouvoir aux États-Unis, par exemple Trump, que je ne suis pas un fanatique de Trump, loin de là, mais au moins il est un peu traditionnel dans le sens où je pense qu'il va limiter la casse wokiste et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait face à un réseau Stay Behind qui est implanté dans tous les pays européens, qui a été réactivé d'une manière extrêmement puissante en Ukraine, en Pologne, dans la plupart des pays de l'Est, et qui est également puissant en France, malgré le fait que De Gaulle ait nettoyé tout en son temps. Mais le problème, c'est que nos super crétins ont remis la France de l'OTAN, ont réactivé le réseau Stay Behind, et nous suivons donc, comme des petits moutons, nous suivons le Messie US dans sa guerre civilisationnelle anti-BRICS. Est-ce que profondément, c'est ce que nous voulons, nous, Français? Je ne pense pas. Je pense que même de Mélenchon à Zemmour, des deux extrêmes, la plupart des Français ne veulent pas ça. Nous ne voulons pas suivre la politique américaine. Nous ne voulons pas vivre dans cet esprit dogmatique religieux, dans ce fanatisme. Ce sont des fanatiques. Ségolène Royal a eu le courage de dire 3-4 vérités, mais méfiez-vous d'elle, je pense qu'elle va faire un 360 et s'excuser, aller s'adouber par BHL. On verra, mais vous savez, les pressions sont fortes. Il faut vraiment être fort pour tenir tête. Mais bon, elle a dit quelques vérités sur l'Ukraine en disant qu'il y a aussi de la propagande américaine. Et oulala, le roi BHL nous a juré la main sur la Torah que Zelensky ne fait pas de fake news. Non, il n'y a pas de fausses informations en Ukraine. Tout ce que dit Zelensky est vrai. Ouais. Vous croyez, franchement, les réseaux Stay Behind, ce sont les plus grands manipulateurs. Regardez tous les attentats qu'il y a eu en Italie dans les années 70, qu'on a voulu faire porter le chapeau de l'extrême gauche. Il y a eu certainement des vrais attentats d'extrême gauche, mais la plupart et les plus meurtriers ont été faits par le réseau Stay Behind. On le sait aujourd'hui, on a les preuves historiques. Et vous pensez vraiment que Zelensky ne fait pas d'attentats sous faux drapeau ou de manipulation ou d'opération homo? Non, attendez. Mais BHL, il ment. C'est un menteur. Et il est tellement menteur, je pense que peut-être qu'il est persuadé de ce qu'il ment, de ses mensonges, tellement il est dans un dogme religieux. Donc, nos élites, enfin ces élites-là, ces gens-là, les Américains, d'un point de vue politique, se foutent de l'Europe. Au contraire, plus l'Europe, ils ne veulent pas d'une Europe forte, ils veulent d'une Europe faible. Et pourquoi ils sont tellement contre les Russes, et notamment pourquoi on a tué cette jeune femme
dont le père, Dugin, hein, je crois, est un politicien, un philosophe de l'eurasisme. L'eurasisme, c'est quoi? C'est créer une Europe forte, anti-américaine, anti-modernisme, une Europe de la tradition et une Europe forte. Alors peut-être, oui, aujourd'hui, elle serait peut-être sous domination russe. Oui, et il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux une France forte. Mais dans le pire des cas, je préférerais une Europe forte sous domination russe que sous domination américaine. Je préférerais une Europe forte de la tradition, dans lequel un homme est un homme, une femme est une femme, un homme n'accouche pas d'enfants, etc., etc. Je pense que c'est quand même du bon sens et que, quitte à choisir entre le non-sens et le bon sens, entre le mal et le bien, entre le moche et le beau, j'irai vers le beau. Voilà. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux une France indépendante. Mais voilà. Les États-Unis ne veulent pas d'Europe forte. D'accord? Donc en fait, ils peuvent injecter toutes les idées progressistes au monde pour détruire l'Europe. Eux, ce qu'ils font, c'est diviser pour régner, vendre leur gaz, vendre leur énergie. Qui est la guerre en Europe? Qui est une centrale nucléaire qui pète? Ah ben c'est bien triste, mais ça ne touchera pas les Américains. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Donc, vous voyez, ça c'est la mentalité américaine. Les Anglais, c'est un peu plus particulier parce qu'ils se sentent comme un État américain, parce qu'ils sont insulaires, mais ils sont quand même pas très loin de l'Europe. Donc voilà, d'un point de vue politique, ce qui se passe. Les Américains sont prêts à détruire l'Europe si ça va dans leur agenda. Et leur agenda, c'est quoi? C'est qu'ils veulent continuer à dominer le monde pour préserver leurs intérêts, même pas économiques, leurs intérêts religieux, dogmatiques, leurs intérêts de croyance qu'ils sont persécutés. Et là, je vous invite à aller voir le travail d'Oliver Stone sur l'histoire de l'Amérique. Je n'ai plus le titre en tête, je vous mettrai le lien. C'est extrêmement intéressant. Les Américains est un peuple de paranoïaques, qui souffrent de paranoïa aiguë et qui pensent que tout le monde est leur ennemi. Ils pensent que Poutine a un plan secret pour envahir les États-Unis et je ne sais quoi. Voilà. Donc c'est très compliqué, vous voyez, face à ça. Et le problème, c'est que les réseaux Stay Behind ont été réactivés contre les Russes. L'OTAN n'a pas disparu comme elle aurait dû disparaître. Au contraire, elle est virulente, elle est agressive. L'extrême droite des réseaux Gladio, Stay Behind et autres a été réactivée. Et comme durant l'époque de l'OAS en France, pour faire une analogie, vous avez deux droites qui se séparent. Vous avez celle qui travaille pour les États-Unis, pour les services secrets américains et britanniques, qui est manipulée, qui ne travaille pas pour ses intérêts. Et vous avez la droite nationaliste souverainiste, je dirais les souverainistes de général, parce qu'ils peuvent être de gauche ou de droite, français et européens, l'Eurasie de Dugin, qui travaillent pour l'indépendance de l'Europe, l'indépendance de la France, pour que nous puissions retrouver une souveraineté et une vie normale. Voilà. Je vais dans la conclusion. Donc, que pouvons-nous faire? Alors, aller manifester tous les jours sous les ministres, les balcons des ministres avec Philippot, Divisio, Pierre-Yves Rougiron, etc. C'est une bonne chose. C'est bien, on marque les choses, mais ça ne fera pas tomber le gouvernement. Alors, on a, comme j'avais dit dans une de mes dernières vidéos, on a plusieurs choix. On a le choix violent, prise de pouvoir, comme ce qui s'est passé en 58, ou tout du moins pression pour que le gouvernement démissionne, s'il démissionne, mais j'y crois pas. Donc ça sera plutôt une prise de pouvoir violente. Il faut que l'armée se prépare. Là, il faut que les militaires prennent le pouvoir parce qu'on va trop loin. Il faut qu'on sorte de l'OTAN, il faut qu'on sorte de l'euro, il faut qu'on sorte de l'Europe et qu'on restructure la France. Il faut une période de transition de 6 mois à 1 an pour créer la 6e République, en discussion avec tous les partis politiques, et il faut se détacher de l'idée même des partis politiques parce que dans une 6e République, avec les technologies modernes de la blockchain ou autres et informatique qu'on a, le peuple peut diriger directement. Les partis politiques sont des dogmes, et là je vais vous citer Simone Veil, qui est aussi très intéressante. Donc c'est un livre qui s'appelle Notes sur la suppression générale des partis politiques. Elle dit la chose suivante: un parti politique est une machine à fabriquer des passions collectives. Oui. Il peut avoir un bon côté à ça, mais ça reste une machine de propagande.
Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée individuelle des êtres humains. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes dans un parti politique et que vous n'êtes pas d'accord avec la ligne directrice, ben on vous expulse. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'évolution. Hein, on a décidé de faire ça et puis voilà. L'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance. D'accord? Oui. Donc, par ce triple caractère, tout parti politique est totalitaire. C'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne sont pas moins que lui totalitaires. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, le problème des partis politiques, c'est que c'est des machines de propagande et c'est des machines dogmatiques. Donc, même si Mélenchon sait qu'il faut sortir de l'OTAN et que Marine Le Pen sait qu'il faut sortir de l'OTAN, ils ne pourront pas s'allier pour des raisons politiques et de partis politiques pour faire une force commune et sortir de l'OTAN. Vous voyez à quel point un parti politique est stupide. Donc il faut prendre la force par les militaires, faire un coup d'État, imposer une dictature de 6 mois, ce qu'avait fait De Gaulle. Quand je dis dictature, c'est pas la Chine, hein, d'accord, c'est une dictature politique. Le temps de mettre en place la 6e République en concertation avec tous les partis qu'on détruit, donc avec toutes les idées, et on recrée un parti unique, le parti du peuple français. Bon, moi je serais d'avis de refaire le RPF, le Rassemblement du peuple de France, mais voilà, on peut avoir d'autres idées. Alors, je dirais, donc ça c'est la solution 1, la solution de prise de pouvoir. Bon, elle est pas légale, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas en manifestant tous les jours sous les fenêtres de Macron qu'il va démissionner, hein. Il s'en fout. Donc l'autre solution, c'est de vivre entre nous, de faire notre propre État dans l'État. Ça c'est un peu ce que veut faire Juvin. Ça c'est ce que je préconise dans Espace épée. D'accord, créer nos espaces de paix. C'est une solution. On vit entre nous. Effectivement, l'idée de l'argent du franc libre est une très bonne idée, mais vous avez aussi les cryptos, enfin il y a beaucoup de moyens. Là, on vit entre nous, on fait un État dans l'État, on ne paye plus d'impôts, on refuse les ordres de l'État. Alors ça va devenir aussi illégal, ils vont vous saisir, et bon voilà, mais c'est un combat. Et là, on effondre la France d'un point de vue économique. C'est triste parce que ça va faire beaucoup de mal à la France. Mais voilà, c'est une solution. Et la troisième solution, on fait rien. Chacun sa merde. Donc, partez de France éventuellement. Rejoignez-nous au Cambodge ou ailleurs. Pensez à vous. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de coup d'État. Il n'y a pas de possibilité de faire un État dans l'État. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh ben, c'est sauf qui peut. C'est triste, c'est égoïste. C'est individualiste, mais voilà, au pire des cas, c'est ce qu'il faut faire. Alors moi, c'est pas ce que j'ai fait parce que je suis parti il y a bien longtemps, mais de fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne vis plus en France, je ne paye plus d'impôts en France, je me demande même si je vais continuer à voter, si ça a un sens de voter. Par contre, ce que je fais, c'est que, et tous les camarades ici, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse l'information, on diffuse une certaine France, et la France haute en couleur, on essaye de représenter quelque chose qui n'existe plus trop, mais voilà, c'est notre travail, c'est ce qu'on fait à l'étranger. On essaye de défendre la France telle qu'elle devrait être. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Diffusez cette vidéo. C'est important d'avoir ce côté historique, cet enchaînement d'événements avec les réseaux Stay Behind, de cet excellent livre, L'OTAN et les guerres secrètes de l'OTAN. C'est exactement où nous sommes aujourd'hui. Il faut sortir de l'OTAN très rapidement. Il faut sortir de l'Europe et de l'euro pour sauver la France. Merci, à très bientôt.